Alors, dans quelques minutes, notre invité, Éric Surcouf, viendra nous rejoindre sur le plateau. Éric Surcouf est le descendant du plus célèbre corsaire français, Robert Surcouf. Lui aussi a entendu l'appel de la mer, puisqu'il est chasseur de trésors sous-marins. Il dit tout sur son activité dans un livre passionnant, L'or de la mer, aux éditions du Cherche-Midi. Il nous conte l'histoire des trésors engloutis au fond des mers depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Une fabuleuse épopée où l'on croise corsaires, aventuriers, naufragés involontaires, capitaines au long cours, bref, tous ceux qui ont écrit l'histoire des grandes routes maritimes. Retour sur le plateau des écrans du savoir, notre invité nous a rejoint, Éric Surcouf. Bonjour. Bonjour. On est très content de vous recevoir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un chasseur de trésors sous-marins sur le plateau. On va le soigner, parce qu'il a peut-être encore 2-3 bons plans à nous donner. Quelques trésors à nous refiler. Alors, chercheur d'or dans le Périgord, chasseur de trésors engloutis, quelque part, même combat, il faut de l'acharnement, beaucoup de patience pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Hein. De toute façon, pour chercher de l'or, il faut être passionné. Alors c'est vrai qu'entre ce qu'on a vu à l'instant à la télévision et puis ce que je fais, et les opérations que je monte, il y a une grosse différence, c'est le matériel. Déjà. C'est vrai que pour monter des opérations de recherche archéologique sous-marine privée, aujourd'hui, on utilise des matériels très sophistiqués, aussi bien pour la localisation des épaves que pour la récupération, le traitement, etc. Alors, dans votre livre de l'or de la mer, épaves et trésors engloutis, au Cherche-Midi éditeur, vous nous contez donc l'histoire de tous ces doublons d'or espagnols, émeraudes aztèques, toutes ces richesses qui dorment sous les eaux, parce que les navires qui les transportaient ont fait naufrage. C'est un véritable défilé tout au long du livre. Hein. Titanic, à côté, c'est une promenade de santé. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui une estimation précise de toutes ces richesses qui dorment sous les mers ? Ben, disons que les spécialistes estiment que, bon, d'abord, ils disent que 40%, paraît-il, des métaux précieux extraits par l'homme depuis le début de l'humanité reposeraient au fond des mers, ce qui est quand même énorme. Et c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, les navires étaient les moyens de transport le plus utilisés jusqu'à le siècle dernier. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de naufrages. Il y a eu effectivement... On estime à 20%, je crois, le nombre de navires qui ont sombré sur la totalité des navires qui ont effectué si on prend un exemple, par exemple, sur la route des Indes orientales, entre, je dirais, le 16e, 17e, 18e siècle, c'est-à-dire sur 3 siècles, il y a eu environ 15 000 voyages. Et sur les 15 000 voyages, entre les Hollandais qui perdaient relativement peu, les Portugais qui ont perdu beaucoup, et puis les Français, les Anglais qui perdaient moyennement, ben c'était parce qu'en fait, les Portugais ont inauguré la route, donc effectivement, il la maîtrisait moins bien qu'ensuite les Anglais, les Français. Des plâtres. Voilà, et donc il y a eu beaucoup de récifs, beaucoup d'écueils, etc. Et donc on estime qu'effectivement une moyenne de 20%. Alors 20% sur 15 000 voyages, uniquement sur une route et sur 3 siècles, ça fait quand même 3 000 naufrages. Oui, 20% parce qu'il y avait beaucoup de naufrages, parce qu'entre les mauvaises conditions météo, la méconnaissance des routes maritimes, les attaques des corsaires, flibustiers, pirates, etc., c'était jamais des traversées. Sauf que les corsaires ne coulaient pas les navires, contrairement à ce qu'on peut croire. Les pirates, de temps en temps, les coulaient, mais les corsaires... Feu aussi, le feu était le pire ennemi des navires en bois aussi. Et puis l'alcool, parce que quand même c'était un des moyens de se distraire à bord. Alors c'est vrai que bon, j'ai d'ailleurs cherché un navire de pirates qui a coulé à l'île Maurice et il n'y avait personne à la barre et c'était 7 jours après le Nouvel An. Ils étaient tous ivres morts. Ils l'ont d'ailleurs raconté par la suite. Vous, c'est parce que vous avez lu un jour le trésor de Rackham-le-Rouge que vous avez eu envie de vous plonger ainsi dans les mers? C'est en partie ça, oui, c'est en partie ça. C'est 20 milieux sous les mers, c'est toute mon enfance bercée par effectivement le livre de Stevenson, L'île au trésor. C'est aussi beaucoup de maquettes de bateaux qui ont entouré le cadre de vie quand j'étais petit. C'était des gravures avec des scènes d'abordage. Donc très vite, je me suis amené à me poser des questions. Qu'est-ce que mon arrière-arrière-grand-oncle Robert Surcouf, le roi des corsaires, capturait à bord de ces fameux navires, les compagnies des Indes? Et il y avait effectivement des cargaisons extrêmement intéressantes. Alors non seulement des épices, des porcelaines, etc., des soieries, mais aussi de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors quel est le premier trésor que vous avez trouvé? Alors le premier trésor que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, c'est là où j'ai appris, j'ai fait mes classes, parce qu'en fait, on fait ses classes sur le terrain. Ben, c'était le trésor du roi, non pas du roi des corsaires, mais du roi des flibustiers, qui s'appelait Henry Morgan, et qui avait coulé, donc, son navire avait coulé au sud de Haïti. Et c'était une histoire assez rocambolesque, qui m'avait beaucoup plu. Il avait réuni ses navires pirates autour de son navire amiral, et il avait invité à bord de son navire tous les commandants pirates de son équipe. Et après avoir élaboré un plan, ils ont commencé à boire, et ivres morts, ils ont commencé à vouloir tirer bien sûr des salves d'enthousiasme. Et puis un canonnier a mis le feu malencontreusement à un baril de
poudre qui a dégringolé dans la Sainte-Barbe, c'est la soute à munitions, puis le navire a explosé. Donc c'est une histoire assez amusante. Et tout le monde est mort, sauf Morgan et quelques pirates. Il racontait même que les pirates qui étaient à table avec lui de l'autre côté étaient morts, et lui, qui avait le dos à la poupe, avait été éjecté. Enfin, bon, il y avait... Bon, voilà, ça, c'est une histoire... Alors, j'ai cherché ce trésor, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai appris beaucoup. Et j'ai appris surtout qu'il ne faut jamais partir sur une piste. Il faut toujours avoir des pistes de rechange. L'échec, de toute façon, n'est jamais un échec total. De toute manière, vous en tirez une autre richesse. Si ce n'est pas la richesse engloutie, c'est une expérience. Voilà, on ne vit que par ses propres expériences et par ses propres, je dirais, ses propres erreurs. Et j'étais là pour regarder, j'étais néophyte à l'époque, bien sûr. J'étais entouré de certains conseillers qui, eux, n'en étaient pas à leur première épave. Et donc j'ai appris, et puis par la suite, j'ai donc monté des opérations, mais en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs que la première fois. On va voir justement des images d'une de vos campagnes. C'était dans le canal du Mozambique, à la recherche du Santiago. Oui, c'était un navire amiral portugais oui, qui avait coulé sur l'atoll français de Bassas da India, qui se trouve au milieu du canal de Mozambique, entre Madagascar et la côte africaine. Alors là, sur les images qu'on voit, on voit qu'il y a des bouteilles, bien sûr, ce qui est plutôt intéressant pour un plongeur, parce que c'est vrai que sinon, en apnée, c'est quand même plus compliqué. J'avais un très gros bateau, 52 mètres de long quand même, avec 32 personnes à bord. Donc ça impose, si vous voulez, des moyens, je dirais, en matériel énormes. Oui, c'est-à-dire qu'un plongeur confirmé ne peut pas se lancer comme ça tout seul dans l'aventure, au lieu de reluquer des poissons, il se dit tiens, je vais chercher un trésor. Non, disons que bon, on peut penser, des gens pensent comme ça en se disant il y a tel endroit qui est dangereux, il peut y avoir des naufrages. Alors c'est vrai, ils ont raison, mais ils vont se lancer dans une opération, ils vont chercher un navire, ils vont trouver 4-5 pièces d'or, ils vont être fous de joie, ils vont passer 3-4 mois à dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et ils n'auront trouvé que 4 ou 5 pièces d'or, ou peut-être 10 en tout. Donc c'est ce qui impose pour nous de savoir à l'avance qu'est-ce que l'on cherche, d'avoir donc l'inventaire de la cargaison. Donc énorme, voilà, énorme recherche en archives, indispensable. Et puis une fois qu'on a trouvé le navire, je dirais, virtuellement sur le papier, après on passe à la phase sur le terrain. Alors, une fois que vous découvrez le trésor, j'imagine qu'il y a des litiges. Je prends un exemple. Vous découvrez une épave espagnole dans les eaux territoriales colombiennes. Oui. Eh bien, la Colombie, l'Espagne et vous êtes chacun en droit de revendiquer le trésor. Alors, bon, d'abord, nous ne revendiquons rien si ça se trouve dans les eaux territoriales. Toutes les épaves de navires qui se trouvent dans les eaux d'une limite de 12 000 au-delà de la côte, c'est-à-dire les eaux territoriales, appartiennent au pays. Donc, même si c'est vous qui l'avez trouvé. De toute façon, appartiennent au pays. Donc ça veut dire que la Colombie revendique bien sûr 100% des droits. Bon, nous sommes un groupe d'archéologie sous-marine privée. Nous venons voir le pays. Nous leur disons voilà, nous avons le savoir-faire, nous avons les spécialistes, les informations d'archives, etc. Et puis tout l'équipement. Vous n'avez rien à faire sauf qu'à, bien sûr, à surveiller nos travaux, si vous le désirez. Pas cofinancer. Et vous aurez... jamais de cofinancement dans ces cas-là. Le pays n'intervient pas. Non, ça n'existe pas. En règle générale, non. Et à ce moment-là, on passe un contrat, donc un permis de concession, où là, ils nous accordent, sur leur propriété de 100%, un droit qui, en général, tourne autour de 50%. Bon. Vous parlez du cas d'un galion espagnol. Alors c'est vrai qu'il pourrait très bien y avoir une revendication de l'Espagne. Alors ça commence à se faire un petit peu. Bon, ça s'est fait au niveau des Hollandais, puisque la couronne de Hollande avait racheté les droits de la fameuse compagnie des Indes hollandaise des Indes orientales, qui s'appelait la VOC, la Verenigd-Oostindische Compagnie, bon, la fameuse VOC. Et effectivement, la couronne hollandaise a des droits qui revendiquent. Alors c'est accepté ou ça n'est pas accepté par tel ou tel pays, mais je veux dire, ça peut se concevoir. Et c'est vrai que l'Espagne, si c'est un navire qui a une très grande valeur pour son patrimoine national, pourrait revendiquer un droit, c'est vrai. Votre Graal, c'est quoi aujourd'hui? Quel est l'ultime rêve, le trésor qui semble inatteignable et que vous aimeriez tant disons qu'il y a, je dirais qu'il y a trois épaves qui sont qui se distinguent du lot. La première, c'est un navire portugais qui s'appelait le Flor do Mar, qui était le navire de Albuquerque, qui était le premier gouverneur général des Indes hollandaises, et qui a pillé Malacca, et entre autres le palais de la reine de Malacca, et qui ramenait un trésor colossal à bord de son navire. On estime aujourd'hui à 7 milliards de dollars la cargaison qui serait à bord de ce navire. Ça nous aiderait. Oui. Alors, il a coulé dans le détroit de Malacca, voyez, entre Sumatra et la Malaisie. Le deuxième navire qui est très intéressant, qui est espagnol, c'est le San José, qui a coulé au large de la Colombie. C'était à l'époque où les Espagnols n'avaient pas pu, pendant plusieurs années, embarquer à bord de leurs galions qui revenaient vers l'Europe des quantités énormes d'argent, d'or,
Monroe, etc. Et ils ont donc bourré, je dirais, à bloc ce galion qui a été attaqué par une flotte anglaise et il a coulé. Et là, effectivement, c'est un navire avec une cargaison colossale. Il y en a un troisième aussi qui est très connu, c'est le fameux Soleil d'Orient, qui était un navire qui a été affrété par le roi de Siam pour envoyer une ambassade au roi Louis XIV et qui a coulé aussi avec des 60 caisses de présents royaux à bord. Enfin bon, histoire. Et il y en a comme ça, une quantité. Et j'ai écrit ce livre justement pour prouver aux gens, parce que souvent les gens me disent, mais vous cherchez des trésors au fond des mers. S'il y avait des trésors aussi fabuleux, ça se saurait et puis on les aurait trouvés. Eh bien non, eh bien non. C'est vrai que ça se sait, parce qu'il y a quand même des archivistes dans le monde entier qui ont fait des études, mais les pays ne donnent pas aussi facilement, d'une part, des permis de concession, et puis il n'y a pas autant d'équipes dans le monde qui sont équipés avec des moyens colossaux. Un des rares Français d'ailleurs à exercer cette oui, activité. on peut se compter, je dirais, sur les doigts d'une main. On est moins de 5 en France à monter des opérations d'envergure internationale en France. Oui. Voilà, il faut quand même préciser que la plupart des trésors exhumés des eaux finissent quand même dans les musées, hein, pas forcément dans la poche. En priorité, ce sont les musées, bien sûr. Ensuite, les grandes collections privées, parce qu'il faut donc qu'il y ait une traçabilité, je dirais, des collections pour les archéologues d'État qui donc peuvent ensuite étudier, et pour les étudiants, bien entendu. Puis ensuite, la vente au public, donc par des grandes maisons de vente aux enchères, comme Sotheby's, Christie's et d'autres. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'or de la mer, épaves et trésors engloutis. C'est absolument passionnant du début à la fin.